La radioactivité, on en entend souvent parler, mais qu'est-ce que c'est au fond? C'est une force complètement invisible, née au cœur même des atomes, et qui pourtant façonne notre monde de manière profonde et souvent insoupçonnée. C'est vraiment une force à double visage, à la fois une promesse de puissance quasi illimitée et en même temps un péril qui peut durer une éternité. Et ça nous amène à une question assez folle quand on y pense. Comment est-ce qu'un seul atome, un truc infiniment petit, peut à la fois alimenter une ville entière en électricité et en même temps créer un problème, un déchet qui restera dangereux pendant 1 million d'années? C'est ce grand paradoxe qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors voici le programme. D'abord, on va plonger au cœur de l'atome pour découvrir son secret. Ensuite, on verra comment on a appris à maîtriser la fameuse réaction en chaîne. Après ça, on explorera les cadeaux, parfois surprenants, que nous a fait la radioactivité. On se penchera bien sûr sur son côté double tranchant pour finir avec ce défi vertigineux, le problème du million d'années. Bon allez, on attaque. Pour vraiment comprendre l'énergie nucléaire, il faut revenir à la base de la base, l'atome lui-même et ce phénomène 100% naturel qu'est la radioactivité. En fait, la radioactivité, dans son principe, c'est assez simple. C'est juste un processus de stabilisation. Il faut imaginer un noyau d'atomes qui est un peu agité, instable. On l'appelle l'élément pair. Pour se calmer, pour trouver un état plus tranquille, il va se transformer en un autre élément, l'élément fils. Et en faisant ça, il se débarrasse de son surplus d'énergie en l'éjectant sous forme de rayonnement. Et cette énergie qui est libérée, attention, elle n'est pas toujours la même. Il y en a 3 grands types. D'abord, on a les rayonnements alpha. Eux, ils sont plutôt faibles, une simple feuille de papier suffit à les arrêter. Ensuite, il y a les bêta, un peu plus pénétrants, il leur faut quelques centimètres d'aluminium. Et enfin, les poids lourds, les rayons gamma. Là, pour les bloquer, il faut du solide, plusieurs centimètres de plomb ou de béton. D'accord, mais à quelle vitesse ça se désintègre tout ça? Pour mesurer ça, on utilise un concept absolument clé, la demi-vie. C'est une sorte d'horloge radioactive. Ça nous dit tout simplement le temps qu'il faut pour que la moitié des noyaux radioactifs d'un échantillon donné se soit transformé. Et bien sûr, chaque élément a sa propre demi-vie. Pour se faire une idée, prenons le carbone 14, celui qu'on utilise pour dater les découvertes archéologiques. Sa demi-vie, c'est 5734 ans. C'est immense. Et à l'exact opposé, on a par exemple le l'iode 131 qu'on utilise beaucoup en médecine. Sa demi-vie, à peine 8 jours. C'est cet écart colossal qui explique pourquoi la radioactivité est à la fois une formidable opportunité et un immense danger. Maintenant qu'on a posé les bases, on passe à l'étape supérieure. Comment est-on passé du statut de simple observateur de ce phénomène naturel à celui qui le provoque et le contrôle pour libérer une énergie colossale à la demande? Ce processus porte un nom, la fission nucléaire. L'idée est presque d'une simplicité brutale. On prend le noyau d'un atome lourd, comme l'uranium, et on le casse en deux. On le fait éclater. Et cette simple rupture libère une quantité d'énergie, mais vraiment, vraiment massive. Ça n'a rien à voir avec les énergies des réactions chimiques qu'on connaît. Alors comment ça marche, cette fameuse réaction? C'est comme un effet domino atomique. Tout commence avec un neutron qui vient percuter un noyau d'uranium-235. Le noyau l'absorbe, devient hyper instable et, une fraction de seconde plus tard, il se brise. C'est la fission. Ça libère une énorme quantité d'énergie. Mais le point crucial, c'est qu'en se brisant, il libère aussi 2 ou 3 autres neutrons. Et ces nouveaux neutrons vont aller à leur tour percuter d'autres noyaux d'uranium qui vont se briser, libérer d'autres neutrons, et ainsi de suite. C'est ça la réaction en chaîne, et ça produit une chaleur absolument phénoménale. Mais on a souvent tendance à réduire le nucléaire aux centrales électriques. En réalité, cette maîtrise de l'atome nous a offert des applications vastes et parfois complètement surprenantes dans plein d'autres domaines. L'application la plus connue, évidemment, c'est de produire de l'électricité. Dans une centrale nucléaire, on utilise la chaleur intense de cette réaction en chaîne pour faire bouillir de l'eau. La vapeur fait tourner d'immenses turbines et ces turbines génèrent de l'électricité, le tout avec un très gros avantage, ça n'émet presque pas de carbone. Mais la radioactivité, c'est aussi une machine à remonter le temps. C'est la radiochronologie. En mesurant la quantité de carbone 14 qui reste dans un os de mammouth ou un vieux tissu, les scientifiques peuvent déterminer son âge avec une précision incroyable. C'est une véritable horloge géologique et archéologique. L'industrie aussi s'en sert énormément, par exemple pour stériliser du matériel médical ou des emballages alimentaires, afin de garantir une sécurité sanitaire parfaite. Ou pour des contrôles qualité ultra précis, comme mesurer l'épaisseur d'une feuille de papier ou d'une plaque d'acier au micromètre près.
Mais c'est sans doute en médecine que les applications sont les plus spectaculaires. Ça va de la simple radio au rayon X que tout le monde connaît, à la scintigraphie où on injecte un traceur radioactif pour voir où se cachent des cellules malades. Il y a aussi la tomographie qui nous donne des images 3D de nos organes en train de fonctionner. Et bien sûr, il y a la radiothérapie qui utilise des faisceaux de radiation très ciblés pour aller détruire les cellules cancéreuses. On a vu le côté pile, la promesse, les bénéfices. Il est temps maintenant de retourner la pièce et de regarder le côté face, le péril. On touche ici au cœur du débat sur la technologie nucléaire. Cet équilibre si fragile entre des avantages incroyables et des risques tout aussi grands. Et le contraste est saisissant. D'un côté, une énergie abondante, bas carbone, des outils médicaux qui sauvent des vies, une recherche scientifique qui progresse, et de l'autre, le danger d'une exposition aux radiations, la menace d'une contamination de l'environnement qui peut durer des siècles, et un risque bien réel de cancer ou de mutation génétique. Les dangers se situent à 2 niveaux. D'abord pour la santé, une forte exposition peut endommager l'ADN, ce qui augmente le risque de cancer ou de malformation sur les générations futures. Ensuite, pour l'environnement, une contamination peut s'infiltrer dans les sols, dans l'eau, et remonter toute la chaîne alimentaire, affectant la biodiversité et déséquilibrant des écosystèmes entiers pour très très longtemps. Heureusement, face à ce danger, il existe 3 règles d'or, très simples pour se protéger. La première, la distance. Plus on s'éloigne d'une source radioactive, moins on est exposé. La deuxième, l'écran. Interposer une barrière, comme du béton ou du plomb, pour bloquer les rayonnements. Et la troisième, le temps. Réduire au strict minimum la durée d'exposition. Ce qui nous amène tout droit à la dernière partie, et peut-être au plus grand casse-tête de toute cette histoire. Que faire des restes? Que faire des déchets radioactifs une fois qu'on a fini de les utiliser? Un déchet nucléaire, par définition, c'est une substance radioactive pour laquelle on n'a plus aucune utilisation prévue. Mais attention, il y a déchets et déchets. On les classe selon 2 critères essentiels. Leur niveau d'activité, c'est-à-dire leur dangerosité immédiate, et leur durée de vie, c'est-à-dire pendant combien de temps ils vont rester dangereux. Pour simplifier, on a 3 grandes familles. Les déchets de type A, très peu actifs et avec une vie courte. Les types B, moyennement actifs mais avec une vie longue. Et enfin, les plus problématiques, les types C. Ceux qui sont à la fois très radioactifs et qui le restent pendant des durées qui nous dépassent complètement. Pour ces déchets de haute activité, on a développé une stratégie de poupée russe. D'abord, on traite le déchet en le mélangeant à du verre en fusion pour le solidifier. C'est la vitrification. Ensuite, on confine ce bloc de verre ultra résistant dans des containers en acier ou en béton hyper étanches. Et enfin, on isole ces containers en les stockant à des centaines de mètres sous terre dans des formations géologiques qui n'ont pas bougé depuis des millions d'années. L'idée, c'est de les enfermer pour l'éternité. Au final, la radioactivité nous a offert des outils d'une puissance inouïe. Elle a changé la médecine, l'industrie, notre rapport à l'énergie. La question qui reste ouverte et qui nous engage tous est simple. Avons-nous la sagesse nécessaire pour gérer les conséquences de ce pouvoir pour les siècles et les millénaires à venir?